Collègues, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Gwenola Jolicose, première présidente de la Cour d'appel de Papeete, et Éric Corbeau, procureur général près de la Cour d'appel de Bordeaux, tous deux connectés en visioconférence. Je vous remercie pour votre présence et précise que cette audition fait l'objet d'une captation audiovisuelle en vue de sa retransmission en direct sur le site Internet et les réseaux sociaux du Sénat. Le 25 novembre dernier, vous avez remis au garde des Sceaux un rapport intitulé « À vif » sur la politique de lutte contre les violences intrafamiliales et le traitement judiciaire des violences au sein des familles. Aujourd'hui, en France, plus de 3 femmes sont chaque jour victimes de féminicide ou de tentatives de féminicide. En ajoutant à ces victimes l'ensemble des plaignantes, des auteurs et des proches affectés, 1 million de personnes à minima sont concernées chaque année. 2 ans après le rapport Rouge Vif qu'Émilie Chandler et moi-même avions publié, dans lequel nous formulions 59 recommandations pour améliorer le traitement judiciaire des violences intrafamiliales et à l'occasion duquel nous avions fait connaissance, votre rapport marque une nouvelle étape dans l'approche de ce traitement. Vous partez d'un constat que nous partageons ici. La France n'a pas fait sa révolution du genre. La justice non plus. Et vous donnez des exemples très concrets. Une justice qui peine à compter, vous parlez d'un impensé statistique, un fonctionnement fragmenté entre le civil et le pénal, par les règles de procédure, par le traitement en silo des affaires, etc. Face à cela, vous appelez à un changement de paradigme. Reconnaître que les violences intrafamiliales ne sont pas une succession de faits isolés, mais l'expression d'un système de domination. Vous citez à ce propos le rapport de nos collègues Arnaud Bazin et Pierre Barros, membres de la Commission des finances du Sénat, sur le financement de la lutte contre les violences faites aux femmes, présenté ici même il y a quelques semaines. Le sexisme, disent-ils, qui procède d'une représentation du monde fondée sur l'inégalité entre les hommes et les femmes, considérée comme naturelle, est à l'origine de ces violences. Alors je le précise parce que sur un autre sujet, en ce moment on travaille sur le masculinisme et on nous dit qu'évidemment on ne laisse pas la parole aux hommes. Là il s'agit bien de 2 hommes, Arnaud Bazin et Pierre Barros, sénateurs, membres de la Commission des finances et pas de la délégation aux droits des femmes. Cette lucidité implique une mobilisation de l'ensemble de la société, mais d'abord de ses institutions. Elle implique aussi un effort massif de formation dont nous avions fait un axe central du rapport du plan Rouge Vif, qui recommandait la formation de tous les professionnels susceptibles d'accueillir la parole des victimes. Votre proposition d'aller plus loin dans la spécialisation de la justice est, de ce point de vue, particulièrement intéressante, à travers l'expérimentation de chambres spécialisées et la création d'un juge dédié aux situations de violence intrafamiliale les plus complexes, capable d'articuler les dimensions pénales et civiles dans la lignée de ce que vous avez par exemple déjà expérimenté à la Cour d'appel de Poitiers. Vous pourrez nous dire comment vous voyez concrètement l'organisation et les missions de ce juge des vifs. Votre rapport aborde également des sujets en apparence techniques mais absolument centraux, tels que la question du classement sans suite, que vous proposez de renommer enregistrement sans poursuite pour sortir d'une logique perçue comme une négation de la parole des victimes, ou encore la question de l'évaluation des violences en dépassant une approche trop exclusivement fondée sur l'ITT pour mieux prendre en compte les atteintes psychiques et sociales. Votre rapport insiste enfin, et c'est essentiel, sur 2 dimensions trop souvent négligées, le suivi des auteurs, condition indispensable de la prévention de la récidive. Vous dites d'ailleurs, la prison coûteuse doit être un temps utile. Et la situation des enfants, qui ne sont pas des victimes périphériques, mais bien des victimes à part entière de ces violences. Vous citez le chiffre d'1 enfant tué tous les 6 jours au sein des familles. Il faut aujourd'hui changer notre façon de considérer l'enfant dans les affaires de violences intrafamiliales. Je terminerai en indiquant que votre réflexion s'inscrit dans un moment politique particulier. Le gouvernement a annoncé le dépôt prochain d'un projet de loi cadre sur les violences faites aux femmes qui entend précisément mieux structurer, coordonner et renforcer l'action publique.
Votre rapport arrive donc à un moment clé. Au fond, Avif apporte une réponse à une question simple et cruciale. Comment faire en sorte que notre justice ne se contente pas de traiter des dossiers, mais protège réellement des vies? En invitant à adopter une approche globale, décloisonnée, humaine, fondée sur la connaissance et la spécialisation, vous ne proposez pas seulement de mieux juger, vous proposez de faire des palais des lieux de confiance, confiance des victimes, confiance des citoyens, confiance dans l'institution judiciaire elle-même. Je vous laisse sans plus tarder la parole pour une présentation des principaux axes du rapport et vous laisse organiser vos prises de parole comme vous le souhaitez. À vous. Merci infiniment, Madame la Présidente, pour cette remarquable présentation de notre rapport. C'est presque très émouvant de voir que vous avez lu et compris ce que nous avons voulu dire à ce point. Et cela me confirme dans l'idée que nous sommes bel et bien tous en train d'entamer une conversation sociale qui va être fructueuse, n'en doutons pas. Madame la Présidente, juste vous redire d'où nous parlons. Nous avons tenu avec Monsieur Éric Corbeau à faire un rapport qui soit un rapport de magistrat. C'est en cela qu'il est peut-être un peu, qu'il apporte une pierre différente à ceux qui les ont précédés. Et bien sûr, je salue le rapport Rouge Vif, qui, sous votre égide, a vraiment été un moment très important, une étape indispensable, que nous souhaitons poursuivre avec notre regard de juge. Nous constatons que la justice est mise en cause en permanence, que les femmes sont au pied des palais, qu'elles contestent l'organisation judiciaire, qu'elles lui reprochent beaucoup de la façon dont elles sont traitées, allant même jusqu'à parler de survictimisation lorsque l'on se tourne vers le juge. C'est donc en notre qualité de magistrat que nous avons voulu réfléchir à la situation telle qu'elle est aujourd'hui entre la société et l'institution judiciaire. C'est pour ça que nous avons choisi le titre à vif, parce qu'il nous a semblé, après plusieurs semaines de travaux, que vraiment, à la fois tout était en tension dans les familles, mais tout était aussi en tension dans la société, entre les citoyens et les citoyennes et l'institution judiciaire. Donc, face à des plaies à vif, il nous semble qu'il faut maintenant avoir une démarche de soins, une approche humaine de la situation dans laquelle nous sommes en ce quart de XXIe siècle. Nous avons consacré ainsi toute une partie de notre rapport à l'humanité, car notre démarche, elle a été d'abord d'écouter les femmes. Voilà, on a commencé par se dire, on ne va pas réécouter des magistrats, des collègues, des professionnels, nous les connaissons, nous vivons avec eux, nous sommes chefs de juridiction, chefs de cour, responsables d'administration centrale depuis des années, hein, ça fait plus de 35 ans que nous sommes magistrats tous les deux, nous sommes aujourd'hui dans la haute hiérarchie judiciaire, donc nous connaissons bien l'institution judiciaire. Donc nous avons voulu faire une démarche plutôt d'ouverture et d'écoute des autres, de ceux qui ont quelque chose à nous dire. Et nous avons entendu toutes les grandes associations structurées de femmes en France, et nous avons écouté ce qu'elles nous disent, ce qu'elles nous reprochent, ce qu'elles veulent voir changer dans l'institution. Et ça a vraiment été la base de travail, hein, c'est entamer un dialogue avec la société dans une conversation, car je le rappelle, les États généraux de la justice, en juillet 2022, nous avaient enjoint de prendre contact avec le peuple. Et nous avait dit, si l'on veut que la justice regagne la confiance des citoyens et des citoyennes, il faut être, vous connaissez la formule de Jean-Marc Sauvé qui me marque beaucoup, il faut être à l'écoute, en lien et même en alliance avec le peuple. Éric, je te laisse peut-être compléter si tu veux. Oui, merci. Donc, merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénatrices et sénateurs. Donc, effectivement, c'est de cette place-là, de la place à l'intérieur de l'institution judiciaire, que nous avons ouvert nos oreilles et que nous avons écouté ce que l'on nous disait, ce que l'on nous demandait ou ce que l'on nous reprochait, afin d'apporter, nous, de le confronter à notre connaissance du sujet, aux travaux qui ont été menés et effectivement aux travaux de ce rapport Rouge Vif qui nous a beaucoup inspiré, et puis confronté à notre pratique judiciaire, aux expériences que nous avons pu mener et à la manière dont nous aimerions pouvoir conduire désormais
des politiques judiciaires au sein de nos juridictions, des politiques judiciaires qui mêlent le ministère public que je représente, le siège représenté par Madame Joly-Cause, le tout avec les avocats bien sûr, pour mener une politique judiciaire qui soit voilà, en phase avec cette attente sociale très forte et donc avec cette, vous l'avez cité Madame la Présidente tout à l'heure, cette nécessité d'une révolution de genre de la justice française, à l'instar bien sûr, et on le cite souvent, de ce qu'a pu mettre en œuvre notre voisin espagnol, c'est-à-dire qu'on ait une justice qui accepte de regarder ce phénomène, vous en avez cité quelques chiffres Madame la Présidente, comme une vague qui nous submerge, plus d'1 million de personnes concernées, une addition des mortes et des morts entre les féminicides et l'année 2025, je pense que le chiffre va être bien supérieur à celui de 2024. Les suicides forcés, les enfants qui sont également tués au cours de ces violences-là, on est dans des chiffres qui tournent autour des 1000 morts et mortes tous les ans. Donc, un véritable phénomène sur lequel nous devons trouver d'autres solutions. Il y a eu cet engagement très fort, des lois successives qui sont venues grâce au Sénat et à l'Assemblée nationale, qui sont venues renforcer notre arsenal judiciaire, l'aggravation des sanctions, l'augmentation des circonstances aggravantes d'un certain nombre de choses, une réflexion sur l'autorité parentale. Tout ça, le corpus législatif est là, les moyens de protection, le bracelet anti-rapprochement, etc. Donc tout ça existe. Bon, néanmoins, on constate que la vague ne baisse pas, elle est toujours aussi forte, le nombre de féminicides ne diminue pas. Donc, qu'est-ce qui se passe pour que ça ne fonctionne pas à la hauteur de l'engagement de la nation, du Parlement, des forces de sécurité intérieure qui sont très engagées, du nombre de poursuites, c'est près de 30% des détenus actuellement dans les prisons françaises sont des détenus pour violences intrafamiliales. Vous imaginez, alors qu'on parle de surpopulation carcérale, ce que ça représente. Les services d'enquête nous disent on n'en peut plus, on en traite en permanence. La comparution immédiate dans les tribunaux, c'est 50% des vifs. Donc, toute la machine fonctionne et pourtant, l'action à notre niveau nous semble, voilà, alors on n'est pas les seuls, la société, le regard sur les femmes, le regard, vous avez parlé du masculinisme, qui en est un phénomène également. Donc, voilà. Mais nous disons qu'il faut que nous prenions notre part à cette grande réforme et réflexion générale que nous devons entreprendre, avec notamment cette vision genrée. Nous sommes face à un phénomène de violence commise par des hommes sur des femmes, et il faut pour ça connaître ce phénomène. On a toujours dit on juge que mieux lorsqu'on connaît mieux. Il faut donc renforcer, vous en avez parlé, la formation des magistrats. Nous dirigeons une formation continue des magistrats sur ce thème, le cycle approfondi de lutte contre les violences intrafamiliales. Il faut que les magistrats soient spécialisés parce que c'est une matière qui nécessite la connaissance. Il faut connaître les concepts qui sont à l'œuvre dans ces phénomènes. Il faut connaître les concepts même du paternalisme, il faut connaître les concepts même de la domination, il faut connaître les concepts même de l'emprise, du contrôle coercitif. Vous le savez, ces concepts, il faut les connaître pour pouvoir juger et il faut pouvoir avoir une meilleure approche des situations pour qu'on ait une meilleure réponse pénale. Gwenola ? Madame la Présidente, on reprend un peu la présentation générale de notre rapport, si vous le voulez bien, avant que vous nous posiez les questions, bien sûr, qui vous intéressent. Bon, disons qu'il y a 3 grandes parties à notre rapport. Il y a d'abord tout ce qui nous semble nécessaire à faire un peu nationalement, on va dire. Alors, nationalement, ce qu'il faut, bien sûr, c'est maintenant regrouper les textes qui concernent les vifs. Nous, magistrats professionnels, nous avons besoin d'avoir une sorte de sécurité juridique qui, pour l'instant, est un peu remise en cause par un émiettement des textes et une prolifération un peu anarchique des différentes propositions des unes et des autres. Je pense que maintenant, il faut faire un code des vifs. Bon. Et ce code des vifs, c'est assez simple, avant même la grande loi cadre, puisque nous raisonnons un peu à droit constant. Voilà.
à droit constant, que pouvons-nous faire? Bon, bah, nous pourrions déjà, et c'est la responsabilité du ministère de la Justice, de réunir tous les textes législatifs, circulaires, décrétaux que l'on pourrait remettre ensemble avec une cohérence en lien avec les concepts psychosociaux tels que M. Corbeau vient d'en parler. La formation obligatoire, bien sûr, et puis j'y tiens beaucoup, les statistiques. Moi, je suis très embêtée que le ministère de la Justice ne produise pas ses propres statistiques. Nous sommes dépendants en fait du ministère de l'Intérieur, qui fournit ce très beau document, hein, qui s'est amélioré au fil des années, qui s'appelle l'étude sur les morts violentes au sein du couple, qui est un bon document, hein, je ne le conteste pas, mais qui n'est pas un document judiciaire et qui ne fournit pas les données judiciaires. Comment les gens sont condamnés? Quel est le mode opératoire retrouvé dans les dossiers que nous jugeons? Quel est le taux de récidive? Enfin, autant de choses que, par exemple, moi, j'ai mis en œuvre en Polynésie française, puisque j'ai créé un observatoire des violences faites aux femmes en Polynésie. Et le document que nous avons sorti pour le 25 novembre 2025 peut tout à fait être un exemple de ce que la justice peut émettre comme connaissance, puisque ce document est uniquement centré sur les données judiciaires. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment maintenant que le ministère de la Justice crée ce que nous avons appelé le baromètre à vif, c'est-à-dire soit capable d'avoir un propos qui soit à la fois chiffré, mais ensuite analytique. Parce qu'évidemment, si on a des chiffres judiciaires, on peut commencer à en parler, à avoir un propos sur ces chiffres judiciaires et donc un propos sur l'action des juridictions. Parce que pour l'instant, finalement, ce dialogue-là, il n'existe pas entre les chiffres et l'action judiciaire, puisque on l'a un peu éloigné en le mettant du côté du ministère de l'Intérieur. Donc ça, c'est vraiment le premier paquet de nos propositions, hein, c'est de dire on a des choses à mettre en place à droit constant, travaillons simplement au niveau ministériel, faisons des chiffres, faisons des codes, faisons des formations. Bon, finalement, ça c'est un peu le plus classique, on va dire, de ce que nous disons. En revanche, la deuxième partie de notre propos, lui, il est beaucoup plus novateur, hein, et nous ne vous le cachons pas, mesdames et messieurs les sénateurs et les sénatrices, il fait l'objet certaine réticence en interne, hein, à l'institution judiciaire. Puisque ce que nous proposons, c'est de franchir de nouvelles étapes organisationnelles, juridictionnelles. Nous vous l'avons dit, nous parlons de notre place de juge et de chef de juridiction. Nous disons, il faut organiser les juridictions différemment. Il Et tout faut ça trouver le à moyen. moyen constant. On parle toujours, nous, à moyen constant. Hein. Pardon de t'interrompre, Gwenola, mais nous avons axé notre rapport à droit constant et à moyen constant. Pardon. Non, mais tu as tout à fait raison de le préciser, parce que certains pourraient dire: «Ah mais oui, mais en fait, c'est une telle révolution judiciaire qu'il faut encore 4 ans de travaux parlementaires». Mais pas du tout, hein. La réalité, c'est que nous savons comment faire et c'est si vrai que nous l'avons fait. Donc, nous pouvons décider de choisir un certain nombre de dossiers, ceux qui nous semblent les plus difficiles dans un ressort juridictionnel, choisir les dossiers les plus emblématiques, ceux qui reviennent souvent à la permanence du parquet, ceux que nous voyons en récidive devant nos correctionnels. Nous pourrions décider de les juger en même temps, l'aspect civil et l'aspect pénal. C'est un des gros reproches que nous avons entendus lorsque les femmes nous ont parlé. Elles nous ont dit que c'était véritablement très pénible, pour pas dire plus, de voir monsieur jugé en février pour les violences et puis d'attendre novembre pour le divorce et qu'entre-temps, il se soit passé de nouveaux événements, notamment à l'occasion de la remise des enfants pour le droit de visite et d'hébergement. Donc on sait que tout ça est un tout, hein, la vie des gens, elle n'est pas sectionnée, hein. Pour nous, judiciairement, ce sont des dossiers qui sont dans des cases différentes. Alors, pour nous, c'est confortable, hein. On fait tranquillement le pénal, puis tranquillement le civil, et puis on est content, on a l'impression d'avoir très bien fait. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que les gens nous disent, ben non, ce fonctionnement ne correspond pas à la vraie vie. La vraie vie, c'est un ensemble. Et là, je le raccroche à notre obligation d'humanité. Vous, législateurs, vous avez rajouté dans notre serment de magistrat, lors de la loi du 23 novembre 2023, vous avez rajouté l'humanité à notre serment. Alors, soit on dit que ce sont des mots, soit on dit qu'il y a des réalités. Et derrière cette réalité d'humanité, eh bien, il y a de prendre en compte ce que les gens nous disent. Nous ne sommes pas des dossiers. Nous sommes une situation globale et nous voudrions que vous régliez cette situation dans sa globalité. C'est le même esprit, l'humanité, et vous l'avez cité, Madame la Présidente, sur la notion de classement sans suite, hein, que vous avez évoqué tout à l'heure. Ce reproche nous est fait en permanence, ce sentiment de ne pas être entendu, de ne pas être écouté. Bon.
un taux de classement qui est évoqué parfois, mais qui peut et qui doit être là aussi réapproprié et réétudié, me semble-t-il. Mais néanmoins, ce sentiment, voilà, de ne pas être entendu, de ne pas être écouté et de recevoir l'information, la notification d'un classement sans suite, brutal et sec, qui voilà, qui traduit mal finalement le travail de l'institution judiciaire, qui a pris connaissance de la plainte ou du signalement, qui l'a traité, qui a mené une enquête et qui décide, pour défaut de preuve ou impossibilité de poursuivre, de ne pas donner suite. Donc, ça fait partie de ce même ensemble, hein, un traitement plus humain en direction des victimes qui ont le sentiment d'être écoutées même s'il n'est pas donné suite à leur plainte, et puis qui sont mieux écoutées ensuite dans le traitement judiciaire des plaintes qui poursuivent, avec cette possibilité de traiter dans le même temps le civil, le pénal, peut-être dans les situations les plus urgentes. Nous l'avons fait à la Cour d'appel de Poitiers et pour information, cela démarre en mars à la Cour d'appel de Bordeaux également. Donc on commence voilà, à diffuser la pratique. Donc ça, c'est la deuxième partie, Madame la Présidente. C'est vraiment la question de l'organisation juridictionnelle. Et là, je pense que nous sommes les plus à même de vous en parler, puisque c'est ce que nous faisons depuis 30 ans, organiser les juridictions. Donc, nous dire que ce n'est pas possible, c'est un peu compliqué, puisque nous, on pense que ça l'est tout à fait et qu'on l'a déjà fait. Vous avez aussi évoqué ce juge des vifs. Alors ça fait plusieurs années qu'on en parle avec Monsieur Corbeau. Nous pensons de la même façon qu'il faudrait créer un juge de cabinet pour instruire ces affaires. Là, on était sur le jugement, mais avant, il y a la phase d'instruction, instruction pénale, mais aussi instruction civile en fait de la situation. Donc ça, ce juge des vifs, ça fait plusieurs années que nous en parlons et que nous appelons à l'expérimentation de ce juge des vifs. Donc là, on parle vraiment d'organisation juridictionnelle. Et là, on ne demande pas de révolution de l'institution judiciaire. L'institution judiciaire, elle a toujours su s'adapter. Elle a créé des juges quand elle en avait besoin, tout le temps. Donc nous dire aujourd'hui, ah mais non, mais tout cela n'est pas possible, nous le contestons, puisque à chaque étape de la vie des juridictions, lorsqu'il a été nécessaire de créer des juges, on l'a fait. On a créé le juge d'application des peines, on a créé le juge des libertés et de la détention, on a su créer des juges quand on en avait besoin. Donc je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable de créer des juges spécifiquement sur ce contentieux, alors même que nous savons que c'est le contentieux de ces années et que ça n'est pas fini, que nous avons devant nous encore des années de violences intrafamiliales dans le traitement judiciaire. Et puis enfin, la troisième partie, en fait, elle est vraiment sur la question victime-auteur, en quelque sorte. Donc, victime, comment mieux évaluer les conséquences des violences faites aux femmes. Et là, vous l'avez dit, nous contestons depuis déjà plusieurs années, nous l'avons déjà travaillé dans plusieurs colloques, la notion d'ITT. Nous pensons fondamentalement que l'ITT n'est plus le bon outil pour évaluer les conséquences des violences faites aux femmes. Donc là, il faut mettre en place un groupe de travail avec le ministère de la Santé et les médecins qui sont d'ailleurs d'accord avec nous. De nombreux médecins légistes partagent notre analyse. Éric, tu veux dire ? Oui, juste pour expliquer un peu ce propos, vous savez que notre droit pénal classifie finalement les infractions selon leur gravité, ITT moins de 8 jours, ITT plus de 8 jours. Et donc, la sanction est différente selon cette notion-là. Voilà, mais elle est quand même cantonnée dans une certaine mesure. Alors, si cette ITT est normée plus ou moins voilà, par les usages de la médecine légale, hein, voilà, une jambe cassée, c'est 3 mois, un bleu, ça va être une semaine. Quid des conséquences, effectivement, sociales, psychiques, psychologiques, d'un contrôle coercitif qui a pu s'exercer pendant 20 ans au sein d'une famille et qui a empêché finalement la victime de vivre totalement sa vie en la privant de ses relations, en la privant de son travail, en la privant de sa liberté d'aller à venir. Et on a des médecins légistes qui maintenant proposent justement parfois dans certaines situations de conclure à une ITT de 10 ans, par exemple, donc quelque chose de tout à fait innovant. Donc, on voit bien que la notion ne se prête plus à cette approche et qu'il faut avoir une nouvelle évaluation des conséquences de ces types de violences les violences, elles n'ont pas évolué, mais leur approche et leur connaissance a évolué. Il faut poursuivre en ce sens. Et là encore, l'ITT n'est pas un totem, hein.
L'ITT, ça a quelques décennies. Avant, on faisait autrement, hein, donc on peut toujours faire, évoluer les notions. Et puis ensuite, vous l'avez dit madame la présidente, après on répondra à vos questions, du côté de la victime, mais aussi du côté de l'auteur, hein. Nous pensons définitivement qu'il faut mieux contrôler, les auteurs et les derniers féminicides, hein, nous ont encore, confirmé, que c'est bien vers ça qu'il faut aller, hein. La question des stages de responsabilisation, on sait tous ce que ça a donné. Les évaluations sont nombreuses maintenant, ça ne fonctionne pas bien. Peut-être aussi parce que la façon dont la France le fait, ça n'est pas suffisant. C'est pas en demandant une journée, de groupe de parole que l'on avance, hein. Il faut des programmes, très structurés intellectuellement sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, et ces programmes, ils existent, ils ont été mis en place au niveau européen, donc il faut que nous nous en emparions et que nous le fassions vraiment plutôt que de multiplier des expérimentations qui vont dans tous les sens. Moi, je pense qu'il faut normer et prendre ce qui a déjà été fait, et puis il faut contrôler. Moi, définitivement, je pense qu'il faut que nous soyons beaucoup plus fermes sur le contrôle. Il n'y a pas que la prison. La prison, là, elle est arrivée à ses limites, hein. Monsieur Corbeau a expliqué tout à l'heure à quel point la prison est maintenant remplie en partie de violents conjugaux, dont on sait que ça n'est pas un grand succès puisque la récidive arrive souvent après une peine de détention. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment surveiller les hommes, surveiller, les contrôler, leur demander de pointer, mettre en place des systèmes de surveillance. Nous avons bien su le faire dans d'autres cas et nous comparons, par exemple, les mesures de dopage. J'en ai parlé avec plusieurs sportifs, hein, voir comment les sportifs eux, sont contrôlés, comment nous avons décidé de le faire et que ça n'a dérangé personne, alors même que les droits humains sont en cause dans ces contrôles. On l'a fait pour les sportifs contre le dopage, on ne voit pas pourquoi ça ne serait pas possible de le faire pour les violents conjugaux, c'est-à-dire leur demander d'être beaucoup plus, d'être beaucoup plus intrusifs dans leur vie en probation, en leur demandant de nous prouver où ils sont. L'affaire Inès Messelem en est quand même la parfaite illustration, hein. C'est-à-dire que voilà quelqu'un que nous ne contrôlions pas et qui pourtant était dans l'espace public et a été jusqu'au bout de son geste féminicidaire. Donc voilà un peu les 3 parties si Avec, on résume, hein, de notre vision. avec une meilleure approche. Alors, ça va dans le cadre de la formation, de la spécialisation, et puis de sortir en silo avec des progrès à faire dans ce qui existe déjà, hein, dans le fonctionnement des pôles vifs, avec un meilleur regard et un meilleur contrôle, notamment une meilleure détection d'un certain nombre de signaux faibles ou forts qui sont pour nous, et on l'a étudié, hein, ça, qui sont tout à fait, il y a un mot entre guillemets, mais prédictif ou en tout cas inquiétant pour un féminicide. On parle voilà, des faits de menaces, par exemple, qui sont très révélateurs, ces faits de l'intention dans ces situations-là, par le contexte psychosocial à l'œuvre dans le rapport hommes et femmes. On parle des phénomènes de strangulation non létale qui sont aussi des signaux très forts, souvent d'une mise à l'œuvre plus tardive, mais définitive, je dirais, de ces intentions homicides. Donc, voilà aussi là où il faut que nous poursuivions notre étude et notre analyse. Merci. Voilà madame la présidente, mais nous n'avons pas été, meilleurs que votre propre résumé qui était parfait. Non, mais merci beaucoup. Je retiens effectivement que pour le dopage, on sait le faire, alors que le seul risque, c'est qu'il y ait une course qui soit injustement gagnée, globalement, alors que là, il s'agit de sauver des vies, donc ça me paraît tout à fait justifié. Sachez que d'ailleurs, le Sénat, au niveau de la commission des lois, a même proposé d'avoir des vraies peines de probation qui soient clairement mieux surveillées, mieux encadrées. Et effectivement, plutôt que d'aller remplir des prisons, de vérifier que les engagements et que les obligations soient bien respectées à l'extérieur, avec, et je le prends tout à fait comme point important, le fait de normer ce qui fonctionne sur la prise en charge des auteurs. Et ça, c'est un sujet que j'ai aussi eu l'occasion d'aborder avec le garde des Sceaux. Pareil, encore un autre sujet qui, depuis le plan rouge vif, est toujours le même. Formation. La formation continue des magistrats, entre autres, des procureurs. Moi, j'ai encore un exemple dans un département où pourtant la gendarmerie est très sensibilisée au contrôle coercitif,
un exemple d'un homme qui avait pris possession de la main sur les comptes en banque, sur tout, et même il était allé installer son entreprise dans le même immeuble que l'entreprise de son ex-conjointe pour pouvoir mieux surveiller ses allées et venues. Les gendarmes ont parfaitement, d'ailleurs, lui ont conseillé, parce que c'est eux qui ont trouvé tout là où il avait mis des contrôleurs dans la vie de cette femme, lui ont conseillé donc de changer. Elle a même changé de téléphone. Enfin bon, c'était. Eh bien, ça a été déclaré sans suite parce que c'était des atteintes psychologiques et qu'on ne savait pas les poursuivre. Et là, voilà, les bras m'en sont tombés. Donc, je pense que si on pouvait former nos procureurs de façon plus, effectivement, à tous ces signes, à savoir ce que c'est que le contrôle coercitif, à savoir que s'il y a strangulation, il y a vraiment danger et il faut protéger. Enfin, ces choses-là me semblent importantes. Et j'en viens à une question, et après, je passerai la parole à mes collègues. Vous parlez d'un code vif. Alors moi, je suis assez intéressée par ça. Vous savez qu'en ce moment, il y a une réécriture du code pénal qui est censée être en cours. Je dis bien censé parce que je ne sais pas si ça avance ou si ça avance pas, mais j'imagine que oui. Est-ce que du coup, ce serait un code très spécifique qui ferait pénal civil comme votre juge spécial, ou est-ce que ce serait un chapitre spécifique dans le code pénal, par exemple? Donc voilà, ça c'est ma question. Et puis après, je passerai la parole à mes... Si vous pouvez me répondre à ça, et puis comme ça, je organise la prise de parole. Je peux me permettre, Gwenola. Alors, on n'est pas dans les codes qui sont en vigueur actuellement, les codes civils, procédure civile, pénale, procédure pénale, sont des codes qui sont normés. Nous, ce que nous avons intitulé Code des vifs, c'est plus, je dirais, une œuvre juridique et littéraire. C'est-à-dire que nous demandons que l'ensemble... Il y a des textes qui concernent les vifs un peu partout, dans le code de la santé, dans le code pénal, dans le code civil, concernant effectivement l'autorité parentale, par exemple, sur les enfants et la prise en compte des violences. L'ordonnance de protection, elle est dans le code civil, par exemple, hein, alors que le bracelet anti-rapprochement, il est dans le code pénal. Donc, voilà, l'idée, c'est qu'on est un document unique qui va regrouper, classer et synthétiser, en tout cas permettre un accès plus simple à l'ensemble des textes qui se sont accumulés avec l'intention de mieux faire, mais avec le risque de perdre un peu de repères et de dispersion. Donc voilà, l'idée c'est de faire un document unique auquel les professionnels, qu'ils soient enquêteurs ou magistrats ou avocats, puissent se référer facilement et avoir l'ensemble des textes juridiques dans un même document. D'accord, merci. Alors, je passe la parole en premier à Annick Billon, qui sera suivie de Béatrice Gosselin. Merci. Merci, Madame la Présidente. Merci à vous deux pour cette présentation et ce travail que vous avez fait avec beaucoup de volontarisme. On l'entend dans la manière dont vous l'avez présenté. Juste peut-être quelques questions. D'abord, par rapport aux outils. Vous venez de les évoquer, le téléphone grave danger, les bracelets anti-rapprochement, l'ordonnance de protection, un certain nombre de dispositifs qui ont évolué ces dernières années dans la loi. Et malgré tout, lorsque on a écouté les rapports récemment, avec la présentation notamment d'Arnaud Bazin et de son collègue Barros, eh bien, on notait une baisse du recours à ces outils. Est-ce que vous avez une explication déjà par rapport à ces statistiques qui nous ont été données et qui étaient en recul? Après, je voulais vous poser une question sur la médecine légale. Lorsqu'il est question de juger, il est aussi question de recueillir les preuves. Et nous savons que dans nos différents départements, moi si je compare le département de la Vendée au département de la Charente-Maritime par exemple, pour une population quasiment identique, les moyens qui sont déployés sont différents. Et lorsqu'on sait que la médecine légale, à l'inverse de ce que pourrait croire le grand public, son activité est essentiellement, je crois que c'est 80% sur des personnes vivantes, donc pour recueillir des preuves d'agression, eh bien, est-ce que on a suffisamment aussi
de moyens qui sont déployés avec la médecine légale pour pouvoir recueillir des preuves et avancer dans des jugements où on éviterait ainsi des classements sans suite et on recueillerait des plaintes et des preuves plus facilement. Il y a des dispositifs, je ne sais pas si vous avez étudié ça aussi, aux États-Unis notamment, pour un recueil de preuves, un auto-recueil de preuves qui serait dans un premier temps finalement une première marche pour accéder ensuite à des recueils de preuves plus encadrés. Est-ce que vous pensez que c'est des choses qu'on devrait mettre en place ici sur le territoire national? Et puis une dernière question, Madame la Présidente. Vous nous avez dit finalement mettre en place les mesures que vous proposez, c'est très facile. Comme on nous a dit qu'il y avait déjà beaucoup de formations, que ce soit côté gendarmerie, police, il y a quand même eu un cycle de formation et de justice aussi. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi ça fonctionnerait maintenant? Merci. Béatrice Gosselin. Oui, merci. Alors, je suis désolée de ne pas avoir entendu le début de vos propos, mais je sortais d'une autre réunion. Je voulais simplement, moi, poser une question qui reprend un peu les outils. Vous avez parlé que les ITT n'étaient pas forcément intéressants comme modèle. Qu'est-ce que vous proposez comme preuve? Alors, est-ce que c'est un certificat médical? Qu'est-ce qui est proposé pour pouvoir justifier de violence de la part d'un conjoint? Et puis, c'est pour le moment, c'est bon parce que j'ai oublié la deuxième question, donc ça va me revenir après. Merci, excusez-moi. Le temps que vous répondiez, la deuxième question viendra. À vous. Bon, si vous voulez, on peut parler de médecine légale, puisque là, il y a une sorte il y a plusieurs questions sur la médecine légale. Alors, médecine légale, grand 1, oui, évidemment, on n'a pas assez de moyens, il faudrait plus. Mais enfin, une fois qu'on a dit ça, ça nous condamne un peu à l'impuissance. Donc, moi, j'aime pas trop. Je me dis, faisons avec notre réseau de médecine légale tel qu'il est aujourd'hui. Il est vrai qu'il est consacré essentiellement à la médecine du vivant et à l'établissement de certificats médicaux. Nous disons, l'ITT, c'est un outil. C'est l'outil que nous avons actuellement. Il est tellement important pour nous que vous savez que c'est la summa divisio pénale. Plus de 8 jours, moins de 8 jours. On est vraiment, nous, tenus par cette ITT. Or, nous constatons que ça n'est pas la bonne évaluation. J'ai dit plusieurs fois à des médecins légistes, je leur ai dit, écoutez, essayez de nous faire une ITT 10 ans. On verra ce qu'on en fera, nous, magistrats. Comment on va faire avec une ITT de 10 ans? Dire que madame, pendant 10 ans, en raison du contrôle coercitif qu'elle subissait, n'était plus capable de mener les actes de la vie quotidienne, puisque c'est ça la définition de notre ITT. Donc nous, ce que nous disons maintenant, c'est qu'il faut tranquillement avancer pour créer un nouvel outil qui soit à partir de l'ITT, mais qui nous permette de redéfinir, reconfigurer ce que nous considérerions être un élément d'estimation de la réalité des conséquences des violences intrafamiliales. On ne parle plus de bleu, on ne parle plus de blessures sur le corps, on a bien avancé sur tout ça. Maintenant, on parle de psychotrauma, de conséquences de la mémoire dissociative, d'incapacité à vivre normalement pendant des mois ou des années. Donc là, il nous manque pour l'instant un outil pour dire, oui, en réalité, cette femme, elle a été mise en difficulté pendant 1 an, 2 ans, 10 ans. Donc, ce n'est pas très compliqué, je pense. Il faut simplement qu'on se mette autour de la table et qu'on invente une nouvelle échelle en réalité de l'évaluation. Simplement, ça, évidemment, il faut que ça se fasse avec le ministère de la Santé, avec les médecins. Mais les médecins, ils ont plein d'idées. Nous, on a fait plusieurs colloques avec des médecins légistes. Ils ont déjà plein d'idées. Il faut simplement maintenant qu'on se mette en mouvement et qu'on dise, on fait un groupe de travail interministériel, on cherche une nouvelle façon de réfléchir. Et je pense que vraiment, c'est tout à fait faisable et que finalement, le mouvement, il est déjà en cours. Chez les médecins légistes, ça fait déjà plusieurs années qu'on en parle. Il y a un point que vous avez abordé, Madame la sénatrice. Juste, ça n'enlève rien au rôle des médecins, et donc on ne demande pas à ce qu'on supprime les expertises ou les certificats qui seront toujours là à l'appui des éléments de preuve. Mais peut-être qu'ils soient différemment pensés, qu'ils s'intéressent à d'autres manifestations du préjudice et des conséquences des actes subis. Et donc, c'est une autre approche, finalement, en prenant en compte les concepts psychosociaux comme étant générateurs de conséquences d'une violence particulière et de suite pour les victimes. Avec peut-être, Madame Jolicos disait, voilà, plus de médecins légistes peut-être, mais à moyen constant. On sait bien aussi le travail qui a été mené dans de nombreux endroits avec une vision beaucoup plus intégrée de la prise en charge des victimes. C'est les maisons des femmes, c'est les maisons de Freya, ces structures qui
mettent en réseau médecins légistes, psychologues, psychiatres, gynécologues, et qui permettent aux femmes d'être prises en charge d'une seule fois, en une seule fois et dans une seule enceinte par des médecins qui vont pouvoir les examiner et leur venir aussi en appui, notamment psychologique, ou les diriger vers les bons réseaux. Donc, on a des méthodes qui existent, qui méritent d'être développées. Madame la sénatrice, si je veux être très concrète, par exemple, moi, quand je juge ces affaires, vous savez que je les juge et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder le reportage sur Arte actuellement qui s'appelle Je vais te tuer, qui sont les audiences que j'ai dirigées avec Monsieur Corbeau au ministère public sur la façon dont on juge les hommes. Et ça vaut la peine de voir comment ils se positionnent face à l'institution judiciaire, comment ils répondent aux juges. Il y a par exemple dans ces dossiers, j'ai des certificats médicaux. Pour vous parler très clairement des choses, un certificat médical va me dire Madame a une blessure à la joue, elle a un œil au beurre noir, elle a une brûlure sur le bras. Ça, il n'y a pas de problème, c'est décrit dans le certificat médical. Mais désormais, les médecins légistes, ceux qui sont formés, vont me dire plein d'autres choses dans le certificat médical. Par exemple, ils vont me dire, Madame pleure tout le temps. Madame est en hypervigilance. Madame est déprimée. Eh bien, ça, comment on fait pour faire une ITT avec ça? Vous voyez, c'est ça qu'il faut qu'on travaille. C'est-à-dire qu'en fait, Madame, elle n'a pas simplement une brûlure sur le bras. Elle a toute une série de conséquences que pour l'instant, nous ne savons pas bien prendre en compte. Alors, je poursuis avec votre idée très intéressante, Madame la sénatrice, de comment on peut faire pour avoir d'autres moyens de preuve des conséquences des violences faites aux femmes. Alors là, moi, il y a un outil que je trouve très intéressant et que j'ai cité d'ailleurs dans l'un de mes arrêts sur le contrôle coercitif, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle le mémo de vie. Vous avez dû en entendre parler. Le mémo de vie est en fait une sorte de journal intime des violences. C'est-à-dire que c'est un endroit où les femmes vont commencer à capitaliser les éléments de preuve. Elles sont peut-être pas encore tout à fait prêtes à venir déposer plainte, mais elles commencent à garder des traces. Par exemple, des photos des blessures. Ça, c'est très important pour nous. Par exemple aussi, des descriptions de scènes qu'elles font au moment T. C'est-à-dire que là, elles s'en souviennent. Elles se souviennent qu'elles ont été traînées dans le salon par les cheveux. Bon. Quelques semaines plus tard, elles vont nous dire que finalement, c'était dans la salle de bain. Quoi. Bon, elles vont plus trop savoir parce que la dissociation cognitive, ça fait aussi partie des conséquences des violences. Et donc, les femmes ne vont pas nous raconter les faits très bien. Et ça ne nous plaît pas du tout à nous, magistrats. Nous, on veut que les faits soient très carrés, au bon endroit, à la bonne date. Donc, le mémo de vie, ça leur permet de garder trace déjà de l'ensemble de leur vécu en fait de femmes violentées. Et comme tu l'as dit, les dates aussi, c'est très important, les dates, les moments où ça s'est passé, pour que la preuve puisse être établie. C'est-à-dire qu'à 20h, oui, ça s'est fait à 20h le samedi 14. Oui, effectivement, le samedi 14 à 20h, monsieur n'était pas à son travail, comme il pourra le dire plus tard. Donc, on a des choses qui sont très précises et qui permettent ensuite d'aider à la manifestation de la vérité en permettant de recueillir mieux la preuve, parce que ça va guider finalement la recherche de la preuve. Donc voilà, ça c'est la réponse sur la médecine légale. Après, vous étiez sur les outils, le bar, le TGD, les ordonnances de protection. Il faut d'abord dire que ces outils, ils sont formidables, que ça a changé notre façon de traiter les violences faites aux femmes. Et ce n'est pas nous, évidemment, Monsieur Corbeau et moi-même, qui allons dire le contraire, puisque le bracelet anti-rapprochement, c'est nous qui l'avons porté et que le premier a été posé par Monsieur Corbeau à Pontoise. Donc on est tout à fait convaincus. Oui, pardon, tu l'as fait poser à un violent conjugal à Pontoise. Donc, ces outils, on y croit, on les utilise. Il faut peut-être encore pousser un certain nombre de collègues à penser que c'est le bon moyen. Je pense notamment, moi, aux ordonnances de protection, dont je suis plus spécialiste, et je vois bien à quel point les collègues se réfugient encore aujourd'hui, par exemple, sur l'absence d'actualité du danger. Bon, j'ai de nombreuses discussions avec mes collègues pour leur dire que c'est pas parce que le couple est séparé qu'il n'y a plus d'actualité du danger. Bon, donc il faut encore et toujours former et pousser les collègues, mais on est à une période là, vous savez bien, hein, il y a des vagues, hein, vous travaillez actuellement sur le masculinisme. Nous, on voit bien aussi que dans les tribunaux, là, ça marque un peu le pas hein, sur la lutte contre les violences intrafamiliales. Il y en a beaucoup, c'est fatigant, les gens changent de poste régulièrement dans la magistrature, donc vous avez un JAF formidable qui est bien formé, mais la semaine d'après, c'est
un nouveau collègue qui va arriver et qui n'a pas les mêmes connaissances. C'est difficile d'avoir une sorte de stabilité de l'action juridictionnelle. Je pense qu'il faut, oui, beaucoup former, mais il faut aussi stabiliser. Et puis, il faut aussi qu'on soit tous d'accord sur le fait que ces violences sont des violences de genre et qu'il faut les aborder de manière systémique. Et ça, pour l'instant, dans la magistrature, ça n'est pas acquis. Clairement, je rebondis sur Mes mots de vie, donc qui est quelque chose qui est proposé par France Victime, si je ne m'abuse, et qui est un système effectivement qui est sur, en fait, c'est une espèce de portail internet sur lequel on va aller, on va pouvoir raconter effectivement jour après jour ce qui se passe, mais surtout il y a aussi une espèce de coffre-fort dans lequel on peut mettre ses documents, c'est-à-dire une photocopie de sa carte d'identité, une photocopie de son bail de location, une photocopie, etc., de telle sorte que si jamais on doit partir en courant, quand on se trouvera à l'extérieur, on aura tout. Et puis, mes mots de vie, moi souvent je dis à l'entourage, que ça peut être l'entourage qui est rempli, parce que la victime, elle n'est pas toujours consciente de ce qui se passe. Mais si l'entourage, si c'est un enfant par exemple un peu grand qui note et qui peut faire dire, tu vois maman, là c'était juste des mots, et puis là tu as pris une claque, et puis là tu as été obligé de t'enfermer dans la salle de bain. On voit la progression et ça peut permettre aussi à la victime de prendre conscience de cette progression alors qu'elle n'en prend pas forcément conscience pendant qu'elle le vit. Donc moi je trouve que Mes mots de vie, c'est effectivement quelque chose d'assez formidable. Donc comme vous en parliez, je me permettais de le faire. Donc Béatrice Gosselin a retrouvé sa deuxième question et ensuite Marie-Pierre Richer. Oui, retrouver la mémoire, mes mots de vie me seraient nécessaires aussi. Tout simplement, non, parce que vous parliez de contrôler évidemment les auteurs et je comprends bien que les contrôles de dopage, évidemment pour des sportifs, ça me paraît évident et ça se fait bien, mais c'est dans un cadre de sport, etc. C'est plus facile que des gens qui sont parsemés, etc. Donc, comment gérer les contrôles et les faire de façon soutenue, c'est-à-dire que c'est pas une heure, comme vous disiez, ou une journée, mais c'est plusieurs fois dans les mois, peut-être les années à suivre. Comment est-ce que ça peut s'organiser? Et vous parliez à moyen constant. Est-ce que là, ce n'est pas des besoins nécessairement plus importants pour pouvoir faire ces contrôles et les faire de façon systématique et à ce que réellement il y ait une mise en sécurité des personnes qui sont victimes de ces gens violents? Marie-Pierre Richer. Je laisserai peut-être Éric. Ah, pardon. Ah oui, il y a Marie-Pierre Richer qui va aussi poser sa question, puis vous répondrez globalement. Bonjour, merci pour vos interventions. Dans la conclusion, vous appelez à ce que la justice soit ambitieuse et vous fixez un programme de 5 ans. Donc, en donnant rendez-vous en 2030, et je voulais savoir pourquoi cette échéance sur 5 ans. Et bon, pour le terme de l'ambition, je comprends, mais comment avez-vous fixé cette échéance sur 5 ans pour dérouler le programme? Merci. À vous. Alors, on répond sur les auteurs. C'est un des éléments les plus novateurs de notre rapport, de faire cette comparaison avec le dopage. Parce qu'on a cherché, en fait, ensemble, pendant ces mois de rédaction, on s'est dit où est-ce que finalement il y a un autre modèle de contrôle social qui a été accepté. Eh bien, on a compris que c'était dans le sport. C'est quand même assez intéressant d'ailleurs de comparer. Pourquoi dans le sport on a accepté un tel contrôle? Et quand on parle avec des sportifs, j'en ai notamment parlé avec Roxana Mariceanu, qui est la secrétaire générale de la MIPROF, qui nous a expliqué à quel point les sportifs s'étaient interrogés aussi sur cette atteinte à leur liberté individuelle. Et qu'ils ont accepté au nom de la performance. Parce que ce n'est pas un contrôle au moment d'une épreuve, c'est-à-dire que c'est tout au long de leur préparation, c'est pendant des semaines et des mois, ils doivent justifier de l'endroit où ils se trouvent à chaque instant, et ils peuvent subir un contrôle antidopage à chaque instant, à tel moment, et ils doivent répondre à toute demande. Voilà. C'est un exemple assez flagrant, comme le disait Mme Jolicose, voilà, de ce qu'on accepte dans un sens et ce qu'on n'accepte pas. Alors, on n'est pas nous pour dire qu'il faut limiter à tout le monde et à tous les hommes leur liberté d'aller à venir. C'est pas ça. C'est juste que là aussi, on est dans la détection des profils qui sont les profils les plus dangereux, avec ce travail à la fois de connaissance des situations, de connaissance des situations dans lesquelles les femmes qui ont déposé plainte sont plongées, détection de tous ces signaux faibles et forts qui peuvent nous dire attention, cet individu-là peut être dangereux. Il y a une situation de danger, et donc dans ces situations-là,
utilisons bien sûr les outils de protection, mais peut-être allons un peu plus loin dans leur utilisation et dans le contrôle qu'on va organiser autour de ces individus. Et vous parliez de moyens, madame la sénatrice. Vous savez, moi, quand j'étais j'étais juge d'instruction, eh bien, à l'époque encore, on pouvait mettre des contrôles judiciaires où on demandait à un homme de pointer tous les jours au commissariat. On a fait ça pendant des années. Et puis après, ben, on a abandonné. Parce que les commissariats ont dit non, mais tout ça, c'est des charges indues, c'est trop de temps, on ne peut pas faire ça. Non, non. Donc on a arrêté. Alors qu'en réalité, on le faisait il y a 30 ans. Hein. On demandait aux hommes de venir tous les jours rendre compte de où ils étaient, de ce qu'ils avaient fait dans la journée, de pointer tous les jours pour qu'on soit sûr qu'ils n'aient pas fait les 400 kilomètres pour aller chercher madame là où elle s'était réfugiée. Ben, c'était des choses toutes simples hein, et ça ne coûte rien. Mais simplement, la police et la gendarmerie, au fil du temps, n'ont plus voulu faire ces micro-contrôles, en fait, exactement comme les hommes font des micro-contrôles sur les femmes. Je ne vois pas pourquoi nous, institutions, avec un haut taux de prédictivité d'un passage à l'acte pour un homme dont on a identifié qu'il était vraiment dangereux, on ne lui demanderait pas de pointer matin et soir au commissariat de son quartier. Ça n'a rien d'extraordinaire, ça ne demande aucun moyen supplémentaire. Simplement, c'est un engagement, c'est une volonté de contrôler les hommes violents. Après tout, on a passé là, les 30 dernières années, à inventer des outils pour protéger les femmes. Nous, ce que nous disons maintenant, et nous sommes évidemment, Madame Verrier ne sera pas étonnée, dans la logique du contrôle coercitif, changeons la focale, arrêtons de protéger les femmes, essayons de contrôler les hommes. C'est exactement l'état d'esprit de cette proposition. Et puis pour répondre à la dernière question, une justice ambitieuse, bien sûr, ça vous l'avez compris, c'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons une justice ambitieuse, mais nous souhaitons aussi une justice à l'écoute de l'exécutif, du législatif et de la population. C'est cette justice-là que nous voulons, une justice humaine, une justice en conversation avec la société. Et on a mis 5 ans, Madame la sénatrice, parce qu'on voudrait que ça avance et qu'on n'allait pas encore remettre 20 ans. Voyez on voudrait qu'à 5 ans, qui nous semble un calendrier raisonnable, on est quand même déjà au quart du 21e siècle. Ouais, quand même, là, on entame 2026 quand même. Donc, ça nous semblerait quand même cohérent qu'en 2030, la France soit capable de dire, ben, voilà où nous en sommes et nous avons résolument progressé. Et c'est le temps habituellement d'une loi de programmation, c'est le temps voilà, qu'on donne, c'est le temps d'un mandat, c'est le temps de choses qui correspondent à une temporalité on va dire, politique qu'on connaît un peu. Très bien. D'autres questions? Non. Écoutez, c'était très intéressant. Merci vraiment beaucoup de cette audition, d'avoir accepté cette audition. Nous allons suivre évidemment avec attention. Alors je crois que vous avez remis donc ce rapport au garde des Sceaux. Ça aurait dû être d'ailleurs ma première question. Je crois qu'il y a certains points qu'il a d'ores et déjà retenus. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les points qu'il a d'ores et déjà retenus et quels seraient les points qui nécessiteraient de passer par la loi pour qu'on veille éventuellement à les intégrer dans la future loi intégrale? Alors, le garde des Sceaux, une heure après la présentation, fait émettre un communiqué de presse où il expliquait ce qu'il reprenait dans notre rapport en priorité. D'abord, vous dire qu'il a reçu un excellent accueil par le garde des Sceaux et son cabinet, hein, le rapport, et qu'en revanche, au sein de notre institution, beaucoup d'interrogations sont nées de nos propositions et nous sentons les freins hein, qui se mettent en œuvre. Que nous analysons à nouveau hein, comme étant le fruit de l'absence d'analyse globale et genrée de la situation. Parce que finalement, tous les mécanismes que nous proposons, ils ne sont pas compliqués à mettre en œuvre, mais c'est toujours la question de l'analyse genrée, du risque de l'impartialité. Ça, vous le savez, Madame la sénatrice, on en a souvent parlé avec vous. Et je pense que votre rôle, si vous pouvez nous aider dans les années à venir, ce sera de travailler sur ce que sont ces grandes doxa déontologiques que l'on a imposées aux magistrats au fil des années, et notamment celle que j'interroge de plus en plus, hein, cette façon de nous imposer une impartialité qui, en réalité, n'est qu'au service d'une partie. C'est une impartialité au service de l'auteur, en réalité. On nous dit que nous ne devons pas avoir en fait de vision de la victime.
et d'analyse globale de ce qui arrive aux victimes dans la société. C'est une sorte d'impartialité qui nous pousse à l'aveuglement et qui valorise l'émiettement. C'est donc vraiment là une question, je pense, quasi morale, hein, qu'il va falloir poser sur la place de la justice et ce que les parlementaires veulent de leur institution judiciaire et de leurs juges. Est-ce que l'impartialité, c'est l'indifférence? Est-ce que c'est ce que nous souhaitons tous? Et si c'est ce qu'on nous oppose dans les années à venir, eh bien l'institution judiciaire ne pourra pas progresser sur ce sujet. Cette question de l'impartialité nous est souvent opposée lorsqu'on parle de spécialisation, en disant mais attention, encore plus c'est une juge qui est spécialisée, elle va être obligatoirement, elle va perdre son impartialité. Ça pose de problème à personne que des magistrats soient spécialisés dans l'antiterrorisme et qu'ils connaissent parfaitement les mécanismes de radicalisation et les réseaux terroristes. Ça ne pose de problème à personne d'être spécialisé en matière de narcotrafic. Hein. On a créé un PNACO spécialisé qui vient de prendre ses fonctions. Et là, ça pose de problème à personne que ces collègues-là, et ils sont formidables, connaissent parfaitement les réseaux criminels. En matière économique et financière, ça pose de problème à personne d'être formé, spécialisé, comme en matière environnementale, où on a des magistrats qui réfléchissent à comment mieux protéger l'environnement par l'action judiciaire. Mais en matière de protection des femmes et de violences faites aux femmes, on oppose encore ce risque de perte de l'impartialité par une justice genrée qu'on a du mal à accepter. Alors, pour répondre à votre question, Madame la sénatrice, le garde des Sceaux a gardé 4 thèmes. Le code des vifs, la protection des enfants, la mise en place d'un groupe de travail sur l'ITT et c'est notre plus belle victoire en quelque sorte, l'expérimentation des audiences communes civiles pénales. Donc, expérimentation sur la base de celle de Poitiers, puisque Poitiers a déjà rendu, maintenant on en est à plus d'une dizaine d'arrêts communs, hein, d'arrêts civils pénals en même temps, qui sont absolument remarquables juridictionnellement et qui sont vraiment des modèles que les collègues peuvent suivre, des exemples dont ils peuvent s'emparer. Et donc, un certain nombre de cours d'appel sont amenés à tenter de travailler comme nous l'avons fait à Poitiers. Monsieur le procureur général a expliqué qu'à Bordeaux, cette organisation était en train de se mettre en place. Et donc tout ça, nous l'espérons, va avancer rapidement dans l'année 2026 pour montrer la pertinence. Madame la Présidente, je pense que ce qu'il faut que vous ayez en tête quand on vous en parlera, c'est que évidemment, nous ne disons pas que tous les dossiers de violences faites aux femmes doivent être traités comme ça. Un certain nombre de collègues nous disent non mais c'est pas possible parce qu'il y en a trop. Mais nous ne préconisons pas que tous les dossiers soient traités comme ça. Nous préconisons que les dossiers de plus haute intensité soient traités comme ça. C'est comme ça que nous l'avons fait à Poitiers. Nous avons pris les dossiers les plus graves, les plus répétitifs, ceux que nous avions repérés. C'est le même concept, en fait, d'ailleurs, je pense du coup à votre juge vif, que le juge d'instruction, qui ne prend pas toutes les affaires, mais qui n'en prend que certaines. On peut et comme le parquet antiterror à Paris, qui ne prend pas toutes les affaires, qui prend les affaires dont il considère qu'elles relèvent de son spectre. Voilà. Et oui, tout à fait. Non, rien de plus. Ok. Et si, juste quelque chose en plus, pardon, moi aussi j'avais un oubli. Non, sans dévoiler un secret, vous savez que j'étais pendant longtemps président de la Conférence nationale des procureurs généraux. Je suis toujours membre du bureau de la Conférence nationale des procureurs généraux et le cabinet du ministre entend à la fin du mois les conférences et dans la conférence des procureurs généraux sur, entre guillemets, les suites à donner au rapport à vif. Donc, on voit que le cabinet exerce son droit de suite et est en train, va nous recueillir nos avis. Donc, je mentionne ce point d'actualité puisque c'est tout récent. Qui traduit peut-être là une volonté d'aller plus loin dans la mise en œuvre de certaines des propositions. Voilà. Et peut-être dernier point, Madame la Présidente, pour que vous l'ayez en tête, parce que je pense qu'en termes de calendrier, c'est important. Sachez que les arrêts de la Cour d'appel de Poitiers sur le contrôle coercitif, donc là nous revenons à la question des concepts, qui ont été rendus le 31 janvier 2025, viennent de faire l'objet d'un prolongement, puisque la Cour européenne des droits de l'homme vient de rendre le 4 septembre 2025 le premier arrêt qui fait référence au contrôle coercitif et qui se réfère explicitement aux arrêts de Poitiers de janvier 2024. En quelque sorte, le dialogue des juges est en marche
entre les juges français et les juges européens. Et je pense qu'on peut considérer que c'est une belle victoire intellectuelle pour les Français, d'avoir dans leur jurisprudence pris en compte le contrôle coercitif, alors même que les Anglais sont en train de fêter les 10 ans de l'introduction du contrôle coercitif dans la loi et de constater que finalement, par le haut, ça n'a pas si bien fonctionné que ça, et que nous, on est en train de mettre en place une nouvelle façon de faire, une nouvelle méthode qui est passée par le bas, par les juridictions, puisqu'il faut savoir que depuis que les arrêts sont sortis en janvier 2024, nous en sommes à entre 150 et 200 décisions en France de juges qui ont utilisé la notion de contrôle coercitif. Et Ce vous qui ne voyez... signifie pas créer une nouvelle... non, mais ce que je disais, c'est justement, oui, et sans avoir eu besoin de créer, mais pour autant, avec l'exemple que je vous donnais de la déclaration sans suite, d'un exemple très clair de contrôle coercitif, moi, ça m'a convaincu que finalement, il fallait l'entrer dans le dur, de telle sorte que toutes les juridictions et que tous les procureurs soient obligés de s'en saisir. Je partage votre analyse, Madame la Présidente. D'autres questions? Non? Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je suis ravie que cette audition ait été filmée puisqu'elle va pouvoir être réécoutée par d'autres et je l'espère, du coup, là aussi, pouvoir faire tache d'huile. C'était très intéressant. Et puis, peut-être à bientôt pour les suites de votre rapport et de leur traduction en justice et ailleurs éventuellement, puisqu'on voit bien que c'est plus large que simplement modifier l'institution judiciaire encore. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices. Merci, à Bonne bientôt. continuation. Au revoir. Au revoir. Au revoir.